Tout pour investir, le déchiffrage. Correction, faut-il utiliser le mot tabou de crack? On va voir ça ce matin avec nos experts du lundi. Mathias Bacchino est parmi nous. Bonjour Mathias. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Directeur des marchés européens pour Trade Republic en duo avec notre banquier privé, Gustave Sonden. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Aux manettes de Colbert. Oui, on joue sur les mots parce que quelque part cette dualité entre le mot crack et correction nous permet de dérouler toute une pensée sur l'état des marchés, ce qu'il faut retenir des dernières semaines. Mathias, où va-t-on d'après vous? Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, depuis quelques jours, on peut voir un flux d'informations effrayant sur l'état des marchés financiers et partout repris le mot de crack. Je voulais juste rappeler ce matin qu'un crack, c'est à partir de 20% de baisse rapide depuis un point haut. On n'y est pas du tout. Pour l'instant, le S&P 500 a fait à peu près 10% de baisse par rapport à son dernier point haut. C'est ce qu'on appelle une correction. Une correction, ça arrive souvent sur les marchés financiers et donc c'est normal. C'est particulièrement normal dans une période de retournement du cycle de taux. Ça a un peu de retard évidemment par rapport à... Ça aurait pu arriver depuis 6 mois, je dirais qu'on attend ce moment-là. Et dans un moment où par ailleurs les incertitudes sont très nombreuses, ça semble parfaitement normal. Est-ce que c'est le début d'un marché baissier? On ne sait pas encore. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, on n'est même pas dans un crack. Et je rappelle que les marchés américains, les marchés européens, eux, tiennent bon. Je rappelle aussi que la Chine, avec sa nouvelle annonce, tient bon aussi. Donc, on est sur une correction des marchés américains de l'ordre de 10%, ce qui est parfaitement normal. Et d'ailleurs, on n'observe pas de mouvement, de panique chez les investisseurs particuliers du tout ces derniers jours. Plutôt une tendance à faire ce qui a été fait depuis avril 2020, c'est-à-dire à considérer que c'est un dip, un creux, et donc il faut l'acheter, que c'est une opportunité d'achat. La culture autour de ces moments de baisse des marchés est en train de changer. On se disait ça à la rentrée, tout fin août, avec le mini-crack du 5 août. On se disait, vous nous disiez à la rentrée, je me souviens, on va voir les investisseurs qui ont les reins solides. Pour tous les néo-investisseurs, on va voir ceux qui ont les reins solides. Finalement, on est un peu dans cette situation-là de nouveau. Et je confirme qu'ils ont les reins solides, puisque pour l'instant, ça n'a aucun impact sur leur activité. Nouvel état d'esprit d'investisseurs. Bon, avec vous, Gustave, on fait un petit peu notre shopping. On fait la liste entre les gagnants et la liste de gagnants et des perdants dans ce contexte d'actions américaines discountées. Qu'est-ce que vous surveillez de près? Il y a déjà des gros perdants. La bonne nouvelle, c'est qu'on les connaît bien, parce qu'on en parle beaucoup. C'est souvent les gros gagnants d'avant. Et donc, on a beaucoup parlé des Magnificent Seven. Parmi eux, Tesla, moins 35% quand même par rapport à son point haut. Là, ça commence à être une correction sévère. Là, c'est un crack. Un crack ciblé. Moins 25 sur Palantir. Pareil, donc on voit effectivement ces big tech... Sur quelle période, soyons précis? Par rapport à leur plus haut. Donc voilà, on a quand même des corrections assez importantes sur ces big tech. Maintenant, il y a d'autres valeurs, et notamment les valeurs qui sont plutôt sur la consommation essentielle, comme American Watermark et Merck, par exemple, qui signent de très belles performances depuis le début de l'année. On est plus 10, plus 9%. Par ailleurs, il y a d'autres valeurs aussi qui sont peut-être un peu moins regardées, qui étaient un peu les valeurs oubliées, y compris de la tech, comme IBM ou Cisco, qui résistent très, très bien. Donc, on voit qu'effectivement, y compris aux États-Unis, on est à géométrie variable. Maintenant, ce qui est aussi assez intéressant d'observer, c'est que cette correction, si ce n'est pas un crack, elle intervient quand même après une forme d'euphorie. Et donc, c'est là qu'elle est un peu spéciale. C'est qu'on a quand même eu un Trump trade, on a quand même une euphorie autour des marchés américains après l'élection de Donald Trump, où on allait, disons, pied au plancher sur les États-Unis. Donc, cette correction, elle intervient justement sur le marché sur lequel tout le monde s'est peut-être un peu trop enthousiasmé. Mais en tout cas, c'est peut-être ça qui fait que les gros titres aujourd'hui sont particulièrement cinglants vis-à-vis des marchés. C'est que clairement, ce n'était pas le consensus il y a encore 2 mois. Et on voit qu'effectivement, là, la correction a été assez sévère. Même si c'est à nuancer donc. Du Trump trade au Trump put. On verra d'ailleurs ce qu'il faut penser du Trump put. Vous savez, le fait de croire que l'administration américaine va intervenir en cas de très forte baisse des marchés. On verra ça avec Florent Yelpo de chez Lombard Odier tout à l'heure. Mathias, vous avez quelques certitudes sur les incertitudes qu'on peut prévoir?
En fait, quand on est dans une période de correction, la question que j'imagine tout le monde se pose, c'est est-ce que cette correction va devenir un crack ou est-ce que cette correction va se terminer par un rebond et une poursuite de la hausse? Parce que dans une vision de long terme, même de moyen terme, le S&P 500 est dans ce qu'on appelle un canal haussier. Donc voilà, une grande bande comme ça qui monte vers le haut en diagonale. Et pour l'instant, on est revenu, après cette correction, au milieu de ce canal haussier. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va déterminer est-ce qu'on part vers un crack ou est-ce que c'est un rebond qui suit la correction? Et pour ça, j'ai identifié 5 incertitudes. Ces 5 incertitudes, si elles sont levées négativement, peuvent amener à un crack, mais si elles sont levées positivement, peuvent amener à un rebond. La première, c'est celle qu'on mentionne depuis 3 mois maintenant sur ce plateau, c'est la consommation et l'inflation aux États-Unis. Si les indicateurs d'inflation restent mesurés, si la consommation tient bon, il n'y a aucune raison de penser qu'on parte vers la récession tant redoutée aux États-Unis. Donc c'est inflation, consommation aux États-Unis, c'est la première incertitude. La deuxième incertitude qui va être levée mercredi, c'est la Fed. Est-ce que la Banque centrale va poursuivre sa baisse de taux ou pas? C'est l'immense inconnue à laquelle on fait face. Et ça, mercredi, on saura. On aura aussi le discours de Jérôme Powell. Tout le monde s'attend à ce que la Fed ne bouge pas, mais on aura le discours de Jérôme Powell qui va être un des plus importants de ces derniers trimestres. La troisième immense incertitude, c'est évidemment le conflit russo-ukrainien, avec une perspective là de levée de cette incertitude, puisqu'on irait vers un cessez-le-feu dès cette semaine, si on en croit l'administration Trump. Enfin, vous avez une autre incertitude essentielle qui est en passe d'être levée dans les jours qui viennent, qui est le plan d'investissement allemand, qui est un enjeu essentiel pour l'Europe. Est-ce que l'Allemagne se défait de ses chaînes juridiques pour pouvoir investir ou non? Ils y sont presque. Ils ont l'accord des écologistes, visiblement, de la part du nouveau chancelier, qui aurait eu l'accord des écologistes hier pour le faire. On parle de 500 milliards. Ça change beaucoup de choses pour les marchés. Et une dernière incertitude qu'on peut mentionner, c'était évidemment l'incertitude française autour de la capacité de la France à avoir un budget, de la capacité de la France à investir, entre autres dans son secteur de la défense, mais pas que. Donc c'était les grandes incertitudes auxquelles on fait face actuellement. Ça peut tourner dans les deux directions. Et à ce stade, je ne vois aucune raison de penser que Donald Trump soit devenu fou et qu'il décide de couler les marchés américains. Surtout quand on sait qu'il y a quelques temps, il y a 10 ans de ça, il tweetait qu'un président qui fait baisser le marché de plus de 1000 points en quelques jours devrait être viré. Voilà. Bon, en attendant d'être fired, la consommation américaine, ça vous occupe, Gustave, ça vous concerne? Effectivement, c'était l'une des incertitudes de Mathias, que je lui ai donné quelques certitudes, mais effectivement, il y a les grands centres commerciaux traquent en fait ce qu'on appelle la fréquentation, le footfall. Et ça, c'est un bon baromètre justement de cette consommation. Et ce footfall, cette fréquentation, est en baisse de 4,6% depuis le début de l'année. Ça, c'est quand même pas terrible. C'est-à-dire qu'il y a la confiance dans les marchés, il y a aussi la confiance dans la consommation. Là, on voit que des indicateurs avancés, comme ceux-là, ne sont pas forcément hyper enthousiasmants. Et je pense que ça fait partie de ces incertitudes qu'il va falloir suivre de très près. Je pense d'ailleurs que l'incertitude, c'est justement le trade du moment. En fait, le problème, c'est qu'on navigue à vue. Les fondamentaux économiques n'ont pas changé de manière substantielle en 2-3 semaines. En revanche, les inconnus, on les cumule. C'est 5 cette semaine. Est-ce que ce sera 10 la semaine prochaine? On n'en sait rien. Et par ailleurs, là où on a un peu de certitude, ou en tout cas l'agenda économique de Donald Trump, lui-même revêt des incertitudes. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, que je vais augmenter les tarifs et que ça va financer mon économie, pour relancer l'économie domestique, si je relance l'économie domestique, je collecte moins de tarifs. Donc comment est-ce que je continue à financer mon économie? Voilà, c'est ce genre de contradictions qui sont un petit peu frappantes et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Même chose pour le drill, baby drill, dorénavant bien connu. Bon, je veux donc relancer la production de pétrole domestique, mais en même temps, je veux baisser les coûts du pétrole, sachant qu'à $50 le baril, je ne peux plus drill, baby drill, parce que je ne suis pas économiquement viable. Donc les contradictions, elles sont même dans le plan. Donc il y a les contradictions de fait, il y a les contradictions de plan, et c'est peut-être celle-ci qui m'inquiète le plus. Et moi, quand je regarde les marchés aujourd'hui, l'indicateur que je vois qui clignote pour moi le plus, c'est effectivement cette volatilité qui vient en fait synthétiser tout ce qu'on vient de se dire, parce qu'on est autour de 29, alors que je le rappelle, on était autour de 16 en décembre. Donc il y a quand même une évolution substantielle de cette volatilité.
Effectivement, la consommation américaine en chute et de l'autre côté du Pacifique, si on se met aux États-Unis, la Chine qui dégaine des mesures pour relancer sa propre consommation. Alors c'est un plan en 8 parties que je résume rapidement, mais il y a une grosse dimension sociale, notamment pour encourager la hausse des salaires, des pensions de retraite. Pékin compte aussi protéger le droit au repos des travailleurs et créer un système de garde d'enfants. L'idée de tout ça, évidemment, c'est de relancer également la natalité. Est-ce que ce qui est bien relancé depuis janvier, c'est-à-dire le Hang Seng en hausse de plus de 20%, peut continuer à monter, Gustave? Oui, il y a de la place. Oui, ma transition était un peu compliquée. Il y a de la place. Je le rappelle, la Chine, c'était un petit peu le mal-aimé des marchés financiers depuis 4 ans. On attendait cette reprise éternellement. 2024 a été quand même un début de reprise, même si c'était légèrement en deçà du S&P 500. Et ce début de reprise avait notamment été marqué par des politiques volontaristes du gouvernement chinois, une première vague. Ensuite, il y a eu un deuxième élan qui était l'élan, je dirais, DeepSeek en ce début d'année, qui a créé la surprise, alors que on avait déjà déclaré que les États-Unis avaient remporté la bagarre de l'intelligence artificielle. La Chine a surpris en sortant DeepSeek de derrière les fagots, puisque c'était une toute petite société en termes de capitalisation et relancer justement la compétition mondiale. Et là, Baidu qui remet des bûches dans le feu, là, avec Baidu, 2 modèles d'IA. Tencent aussi, qui revendique un modèle plus performant que Alibaba aussi. Alibaba, qui a, je crois, un plan de 20 milliards d'euros d'investissement sur l'IA, donc des moyens, des résultats. Donc effectivement, une première relance, des succès économiques. Et là, on voit qu'effectivement, et on l'attendait, on l'avait dit, je crois, plus tôt cette année sur ce plateau, d'autres politiques de relance, on les voit. Donc, vous l'avez dit, des politiques de relance axées aussi sur la démographie, la natalité, plus 14 000 $, je crois, offerts aux citoyens qui auraient un 3e enfant. Donc, des politiques concrètes, budgétaires, avec un impact direct sur la consommation et le dynamisme du pays. Donc, on voit qu'effectivement, cette tendance se maintient et clairement, les Chinois vont devoir soigner leur marché domestique s'ils veulent continuer à faire jeu égal avec les États-Unis et dans un marché peut-être un peu plus isolé. Il semble qu'ils pourraient en profiter. En tout cas, c'est ce que disent les marchés. Donc moi, je dirais oui, il reste de la place. Mathias. Une remarque rapide, c'est qu'on parle des Trump trades, on parle du court terme, etc., de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'il faudrait faire, etc. Mais il y a un trade de très long terme que j'adore, qui est le trade vieillissement de la population. Voilà, je le dis juste comme ça, c'est partout. Il marche mondialement, oui. C'est dans l'ensemble de nos problématiques économiques et ça a énormément d'impact, soit sur le secteur de la santé, mais pas que. Et donc, il y a des tendances de très long terme comme ça. J'ai coutume de parler du secteur de l'eau. Il y a aussi la question du vieillissement de la population qui impacte la Chine monstrueusement et qui va donc impacter ses entreprises. Et c'est le cas en Europe et c'est le cas aux États-Unis. Donc c'est une tendance de long terme intéressante. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage du lundi matin. On avait prévu de parler un petit peu de Kering, mais je pense qu'on va continuer à en parler cette semaine Kering avec le doute qui persiste. Merci beaucoup. On finit peut-être ce que vous allez surveiller cette semaine. Mathias, vous serez attentif à quoi? Vous nous avez parlé de l'agenda avec mercredi. On attendra l'inflation, notamment aussi en zone euro. Qu'est-ce que vous regardez d'autre? Moi, ça va être le discours de Jérôme Powell. Vraiment, c'est le discours que j'attends le plus cette semaine. Et bien sûr, la rencontre, si elle a lieu entre Trump et Poutine, qui est quand même un événement majeur, mondial de manière générale. Mais, Gustave je pense qu'effectivement, le discours de la Fed, c'est l'élément central. Maintenant, j'espère aussi que la Maison-Blanche va commencer à réduire la fréquence de sa communication. En tout cas, c'est ce qu'on attend aussi, puisque c'est dur de naviguer dans ce contexte. Ce flux d'infos effarant. Merci à tous les deux. Vous venez d'entendre Gustave Sanden, cofondateur de Colbert, et Mathias Bacchino, directeur des marchés européens pour Trade Republic. Vous les retrouvez en podcast et en replay d'ici quelques minutes sur notre site et notre application.